Le Golden State Killer est un violeur et un tueur en série qui a semé la terreur en Californie de 1976 à 86. Plus de 50 viols et au moins 12 meurtres. Pourtant, il échappait toujours à la police. On a échafaudé plusieurs théories sur son identité. Dans le nord de l'État, on a trouvé un indice qui pouvait être crucial. C'était certainement un cambrioleur expérimenté. Qui était cet homme et comment avait-il pu s'en tirer sans être identifié pendant toutes ces années? This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. With the 40th anniversary, this serial offender was probably one of the most prolific, certainly in California, possibly within the United States, but we never give up. And we are out there looking, we're continuing to look, and we're hoping to move this case forward. Thank you. Il y avait de nombreuses théories à son sujet. L'une d'elles était qu'il évoluait dans le secteur médical. On pensait que c'était un infirmier ou un médecin. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il travaillait dans le bâtiment. Il pouvait aussi être militaire. Ça lui aurait permis d'être affecté dans plusieurs villes. À l'époque, il y avait beaucoup de militaires à Sacramento. La base aérienne de McClellan était au nord et celle de Mather au sud. On avait l'intuition que le coupable pouvait avoir un lien avec l'armée. 5 des 15 premiers viols se sont produits dans une zone très restreinte de Cordova Meadows. C'est à 2 pas de l'entrée de l'aéroport de Mather. Le suspect pouvait travailler dans l'armée de l'air. Il lui suffisait de sortir de la base et de se rendre dans le quartier le plus proche en quête de proie. On ne savait pas avec certitude s'il avait vraiment un lien avec ce camp militaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il affichait une forme de froideur et de discipline. Il avait une façon de se comporter qu'on apprend à l'armée. Il a montré plusieurs fois de quoi il était capable. Il n'hésitait pas à traverser des canaux pour s'enfuir. Il se repérait très facilement et ne perdait jamais de vue son objectif. C'était compatible avec une formation militaire, mais aussi un simple intérêt pour l'armée. Il était très athlétique. Quand il était poursuivi, il arrivait à sauter par-dessus les clôtures. D'après les témoins, il le faisait avec une facilité étonnante. D'autres l'ont vu en train de ramper au sol, vêtu d'un treillis. Certains ont remarqué qu'il avait des Rangers, comme celles que portent les militaires. Il connaissait bien les armes à feu. Quand ses victimes en possédaient une, il prenait soin de vider le chargeur avant de passer à l'acte. Il savait comment faire. Le tueur semble s'être servi d'un pistolet différent à chaque fois. Il se les procurait probablement en cambriolant des maisons. Plusieurs victimes venaient d'une famille de militaires. Elles ont déclaré que l'agresseur se comportait et parlait comme s'il en était un. Je suis devenue infirmière dans l'armée de l'air à 21 ans. Si on compte mes périodes d'activité et celles où j'ai été réserviste, j'y ai passé 30 ans. Juste après m'avoir violée, il m'a dit « Je t'ai vue au club des officiers la semaine dernière. Tu étais très mignonne. » C'était un établissement réservé à ceux qui travaillaient sur la base, au personnel des armées, et notamment aux officiers. Les civils ne pouvaient pas entrer. S'il m'avait vraiment vu là-bas, ça voulait dire que c'en était un. En tout cas, il savait que mon mari et moi travaillions dans l'armée de l'air. Mais comment? Il avait peut-être vu ma carte d'identité militaire ou mon permis de conduire. Il a mentionné plusieurs fois son expérience dans l'armée. Mais comme il était très secret sur tout le reste, on ne comprenait pas pourquoi il donnait autant d'informations à ce sujet. Ses propos étaient peut-être un moyen de nous mener sur une fausse piste. Pour moi, ce n'était pas un militaire, mais l'armée avait eu une grande influence sur lui.
On s'est aussi demandé s'il travaillait dans le secteur de la santé. C'était le cas de beaucoup de ces victimes. Certaines étaient employées dans des pharmacies ou des cliniques. D'autres étudiaient la médecine. Des témoins l'ont même vu arriver sur la scène de crime avec une sacoche de médecin. Ces éléments mis bout à bout pouvaient laisser penser qu'il évoluait dans ce domaine. J'ai épluché les rapports pour trouver des points communs. J'ai remarqué qu'il y avait souvent un lien avec les services de santé. La mère d'une jeune fille qui avait été violée travaillait dans un cabinet médical. Dans le sud de la Californie, ce sont les docteurs Manning et Offerman qui ont été tués. Quand elle a été assassinée, Manuela Wilson venait de rendre visite à son mari à l'hôpital. Dans le comté d'Orange, Patrice Harrington a été violée avant d'être abattue avec Keith, son mari. Elle était infirmière et lui en fac de médecine à Irvine. Ces détails m'ont poussé à chercher un homme qui occupait un poste dans un établissement de santé et qui aurait eu une raison d'aller à tous ces endroits. Mais ce n'était que mon hypothèse. D'autres enquêteurs suivaient des pistes différentes. Moi, je trouvais simplement que ça faisait beaucoup pour être une simple coïncidence. Ce n'était que des théories. On avait des intuitions, mais aucune preuve. Dans les années 70, de nombreux projets d'aménagement ont été lancés, à la fois dans le nord et dans le sud de la Californie. Il suivait peut-être ces chantiers et se rendait dans les zones qui s'urbanisaient le plus. Il a commis plusieurs meurtres à proximité des sites de construction. Peut-être simplement parce qu'il y en avait dans toute la Californie. Ou alors il était salarié dans le bâtiment. En tout cas, il ne fallait pas négliger cette piste. There is a new lead in a double murder that took place in Goleta more than 30 years ago. Cherry Domingo and Gregory Sanchez were killed in 1981. Investigators discovered traces of paint at the scene, which is evidence they believe links the crime to several other cases. On a aussi étudié la possibilité que le tueur travaille dans le secteur du bâtiment ou de l'immobilier, notamment parce qu'on a retrouvé des traces de peinture sur 2 scènes de crime à Sacramento. Des lacets qu'il avait utilisés pour ligoter ses victimes et qu'il avait abandonnés sur place étaient recouverts de taches. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait de revêtements mural. On avait peut-être affaire à un peintre en bâtiment. Le suspect avait probablement repeint une maison en bleu. Mais ça pouvait tout aussi bien être un particulier qui avait décidé de rafraîchir la sienne qu'un professionnel. Quand les Smiths ont été assassinés en 1980, leur quartier était en pleine expansion. Des immeubles sortaient de terre un peu partout. On avait 2 hypothèses. Leur meurtrier était soit un ouvrier ou un peintre, soit un employé de bureau, comme un ingénieur ou un architecte. Dans le nord de l'État, on a trouvé un indice qui pouvait être crucial. En étudiant cette affaire dans sa globalité, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'hypothèses différentes et qu'elles tenaient toute la route. Est-ce qu'il était militaire, médecin, maçon? Pourquoi s'attaquait-il à des maisons luxueuses du sud de la Californie? Je me suis dit qu'il fallait suivre les indices, que ce seraient eux qui me permettraient de le démasquer. À Danville, on a retrouvé un plan sur la scène de crime. C'était peut-être important. Le violeur des quartiers Est a fait sa 43e victime ici, à Danville, le 9 septembre 1978. C'était la première fois qu'il sévissait dans cette ville. Il a sauté par-dessus la palissade et s'est enfui par ce chemin, qui était une voie ferrée à l'époque. La police a été alertée et la brigade cynophile est intervenue. Les chiens ont tout de suite repéré l'odeur du criminel. La piste longeait la clôture jusqu'à cette intersection. Les enquêteurs en ont conclu qu'il était reparti en voiture. Dans sa fuite, il a laissé tomber ce qu'on a appelé les indices papier. On les a retrouvés à peu près au niveau de ce panneau jaune, avec le nombre 16. Il y avait un texte manuscrit de 2 pages. Et la 3e feuille, c'était un dessin fait à la main.
Ça ressemblait à la vue aérienne d'un quartier. Au début, je me suis dit que c'était un plan dessiné par le prédateur pour se familiariser avec les lieux, avant de passer à l'acte. Et quand j'ai retourné la feuille, j'ai vu qu'il avait griffonné le mot « châtiment ». Il y avait aussi le prénom Mélanie qui avait été rayé. Ça collait avec notre hypothèse. Cet homme préparait méticuleusement ses agressions. J'ai contacté des professionnels du bâtiment, architectes paysagistes, urbanistes, ingénieurs, géomètres, promoteurs, ouvriers et conducteurs d'engins de chantier. Et je leur ai demandé d'étudier ce plan. Je l'ai fait régulièrement jusqu'à très récemment. Grâce à eux, j'ai compris que ce croquis était bien plus élaboré que ce que je pensais. En voyant ce plan, je me suis dit qu'il s'agissait d'un employé de bureau. Ce n'était pas un ouvrier qui participait directement aux travaux de construction. Je pensais que ce dessin avait été fait par quelqu'un qui travaillait dans l'immobilier ou dans le bâtiment et représentait un quartier qui n'était pas encore construit. Il pouvait servir à améliorer l'agencement des maisons et des routes, et il comportait des symboles utilisés par les professionnels. Mais ce lotissement n'a jamais vu le jour. Quand on découvre une piste ou qu'on trouve un suspect, on est souvent tenté de tout faire pour que ça colle avec notre hypothèse. Mais il fallait rester prudent et ne pas se concentrer sur une catégorie spécifique de personnes. Beaucoup de questions restaient sans réponse. On ne savait ni où il était, ni qui il était. Le profilage géographique, c'est l'étude de la localisation des scènes de crime pour comprendre pourquoi le criminel a ciblé ces endroits. Ça permet de savoir d'où il vient et où il se cache. Beaucoup de gens pensaient qu'il déménageait un peu partout en Californie et frappait près de chez lui. Le violeur des quartiers Est sévissait principalement dans la zone de Rancho Cordova et de Carmichael. Peut-être que lui ou un membre de sa famille vivait à Sacramento. Il pouvait aussi travailler dans la ville ou simplement y passer beaucoup de temps. En tout cas, il connaissait bien les lieux. Puis il a commencé à frapper à Stockton et à Modesto, plus au sud. Ces deux villes sont à respectivement 35 minutes et 1 heure de route. Il devait penser que l'étau commençait à se resserrer autour de lui à Sacramento. Pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que le violeur vivait dans les villes où il a commis ses crimes. Son but, c'était d'aller là où la police ne le cherchait pas encore. Puis il s'est rendu dans le comté de Contra Costa, juste à côté. Là-bas, il volait souvent des couverts ou des ustensiles de cuisine, comme s'il comptait meubler son appartement. Donc il voulait peut-être rester dans la région. C'est là qu'on a observé un changement dans son comportement. Les crimes suivants ont été commis loin de là. Il a commencé à tuer dans le sud de la Californie. Ce sont deux zones très éloignées. Je ne pense pas qu'il venait à chaque fois en voiture jusqu'à Santa Barbara depuis le nord de l'État. Pour moi, c'est clair. Il a changé de domicile entre ces deux périodes. Est-ce qu'il a déménagé dans la région? Est-ce qu'il vivait là-bas? Ou ne s'y rendait-il que de temps en temps? J'avais une théorie différente des autres enquêteurs sur cette série d'homicides. C'est pour ça que j'ai eu une autre approche. J'étais convaincu que le violeur des quartiers Est avait toujours habité à Sacramento et qu'il choisissait délibérément de frapper dans des zones plus éloignées. Quand on regarde les crimes qu'il a commis dans le comté de Contra Costa, on remarque qu'ils suivent l'Interstate 680. À Sacramento, on voyait qu'il connaissait les lieux. Là, ça n'avait plus l'air d'être le cas. Je pense qu'il quittait volontairement la ville pour se rendre loin de chez lui et brouiller les pistes. Au sud de la Californie, dans le comté de Santa Barbara, les 3 agressions ont eu lieu le long de la rivière San José.
S'il avait habité là-bas, et s'il avait bien connu les lieux, je pense que ces crimes auraient été répartis sur une zone plus étendue, comme à Sacramento. Mais ce n'est pas le cas. Janelle Cruz, qui a été tuée en 1986, habitait à 3 km à peine de l'endroit où Manuela Wisun avait été assassinée 5 ans plus tôt. Pour moi, ça montre bien qu'il ne choisissait pas ces zones au hasard. Je ne pense pas qu'il ait vécu dans le sud de la Californie. À mon avis, il était simplement de passage dans ces villes, peut-être dans le cadre de son travail. Il y allait régulièrement, toujours à la même période de l'année, en mars et en août 1980, puis février et juillet 1981, 2 fois par an. Il commettait des meurtres là-bas parce qu'il savait qu'il retournerait bientôt à Sacramento et que la police concentrerait ses recherches dans le sud de l'État. Il y a forcément une explication à cette pause. Il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui l'a obligé à quitter la région ou qui lui a laissé très peu de temps libre pendant ces 5 années. Il n'a tué personne entre la dernière agression à Santa Barbara en juillet 1981 et son dernier meurtre, celui de Janelle Cruz en mai 1986. J'avais une théorie qui pouvait expliquer ce trou dans la chronologie. Je pensais que le Golden State Killer était incarcéré. 5 ans, c'est une durée qui pourrait correspondre à une peine de prison. On a longtemps étudié cette possibilité. S'il était militaire, ça pouvait aussi coller avec un déploiement à l'étranger. Mais il y a quelques années, on a appris que la 24e victime avait reçu un appel très perturbant. Cette femme travaillait dans un restaurant de Rancho Cordova en 1982. Et un jour, alors qu'elle était en service, quelqu'un l'a appelée. Elle est convaincue qu'il s'agissait du violeur des quartiers Est. La police a noté ce qu'il lui avait dit au cours de cet appel téléphonique. Quand il l'a agressée en 1977, elle ne travaillait pas encore dans ce restaurant. Si ce fait est aussi important pour nous, c'est parce qu'il a été passé en 82, en plein pendant cette période d'inactivité de 5 ans. Ça voulait dire qu'il n'était pas incarcéré à ce moment-là. Ce n'était pas un appel en PCV depuis une prison. Il était à Sacramento. Alors soit il l'avait suivi jusqu'à son travail, soit il faisait partie des clients présents ce jour-là. Elle l'a peut-être servi sans se douter que c'était l'homme qui l'avait violée 5 ans plus tôt. J'étais convaincu que le Golden State Killer n'était pas mort, qu'il n'avait jamais quitté la région de Sacramento où il vivait. Si on arrivait à remonter jusqu'à ses premiers délits, on avait plus de chances de trouver une affaire dans laquelle on pourrait l'identifier, et donc de résoudre cette affaire. La police a enquêté sur un grand nombre d'agressions sexuelles dans les années 70, mais il pourrait en avoir commis bien davantage. On ne sait pas s'il a réellement commencé en 76. Il sévissait peut-être déjà depuis bien longtemps. Je pense que depuis longtemps, il rôdait la nuit, il espionnait les femmes, il s'exhibait. C'était bien avant de commettre son premier viol. Cet homme était clairement un cambrioleur très expérimenté. Est-ce qu'il s'introduisait dans des maisons depuis 2, 3, 4 ans? On l'ignorait. Il entrait chez ses victimes et fouillait dans leur cuisine, dans les tiroirs. Il volait des bijoux, des pièces de monnaie et d'autres petits objets faciles à transporter. Notre intuition, c'était que le violeur des quartiers Est s'était fait la main en commettant d'abord des cambriolages. Les enquêteurs se sont mis à chercher des affaires identiques dans tout le pays. Ils ont trouvé une autre série de délits très similaires au crime du Golden State Killer. Le cambrioleur de Visalia a commis plus d'une centaine d'effractions entre le 6 avril 1974 et octobre 1975.
Je me disais que le violeur des quartiers Est, le premier Night Stalker, et donc le Golden State Killer n'étaient qu'une seule et même personne. Il y avait une théorie sur l'identité du tueur qui me paraissait très plausible. C'était que la police le connaissait déjà sous un autre surnom, celui de cambrioleur de Visalia. En 1974 et 1975, environ 150 maisons ont été prises pour cible dans la ville. Le violeur des quartiers Est a forcément acquis de l'expérience quelque part, et ces deux séries de crimes ont beaucoup de similitudes. Il y a plusieurs points communs entre le cambrioleur de Visalia et lui. En fouillant, ils retournaient tout dans la maison. Ils portaient tous les deux une cagoule et avaient une voix grave et rauque. J'étais convaincue que tous ces crimes étaient liés. Dans les années 70, Visalia était une petite ville agricole. Tout le monde se connaissait. À l'époque, la plupart des crimes et des délits qui avaient lieu dans le comté de Tulare étaient causés par l'alcool. C'étaient des gens qui conduisaient en état d'ivresse ou qui faisaient trop la fête. Mais il n'y avait presque jamais de crimes violents impliquant des personnes extérieures à la ville. Les cambriolages qui se sont produits à Visalia ont eu lieu dans un périmètre assez restreint qui s'étendait sur à peine plus de 3 km. On estime qu'il y en a eu environ 150. Pour en commettre autant dans une zone aussi limitée, il fallait que le coupable soit un habitant du quartier. On pensait que le voleur choisissait ses maisons parce qu'il avait grandi dans les environs. C'est par ici qu'il a été le plus actif. Il y a commis des dizaines de cambriolages. Il avait toujours le même mode opératoire. Il épiait les gens chez eux et rôdait la nuit. Il frappait souvent le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous avez été cambriolé en 70 ? On est rentré à la maison assez tôt en fin d'après-midi. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais sous le choc. Je n'avais jamais vu une telle pagaille. Tout le contenu des armoires et des tiroirs avait été jeté par terre, comme si une tornade était passée par là. J'ai avancé dans le couloir et j'ai remarqué que tous mes caleçons étaient éparpillés, de la chambre jusqu'au salon. Pourquoi mes sous-vêtements? Je ne sais pas. C'est encore un mystère pour moi aujourd'hui. Dans au moins 45 affaires, le suspect a sorti des sous-vêtements des victimes et les a jetés par terre, comme si ça l'excitait. Il fouillait les tiroirs où les femmes les rangeaient, et il se masturbait probablement, parce qu'on a retrouvé des traces de lubrifiant qui n'étaient pas là avant. Quand je me suis intéressée au cas du cambrioleur de Visalia, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y avait une dimension sexuelle dans sa façon de saccager le domicile. Il se masturbait chez des victimes et lisait leur journal intime. Ça faisait partie de son rituel. Il y avait là une connotation sexuelle qui a alerté la police. On n'avait pas affaire à un cambrioleur ordinaire. C'était beaucoup plus grave que ça. Lui, il voulait montrer aux victimes qu'il avait pénétré dans leur maison et qu'il en avait pris le contrôle pendant un moment. Il leur prouvait qu'il était tout-puissant en mettant le désordre dans toutes les pièces. Généralement, les cambrioleurs entrent par effraction, volent un ou plusieurs objets précieux et s'en vont. Ce n'était pas le cas à Visalia. La plupart du temps, ils volaient des choses qui n'avaient pas de valeur. Ils dérobaient des bijoux et des babioles qui lui servaient de trophées, exactement comme le violeur des quartiers Est l'a fait plus tard. Quand je suis arrivé dans la chambre, tout était dérangé et sorti des tiroirs, mais il ne manquait rien. Il y avait les bagues de diamants de ma femme, des montres et un collier, mais il n'a rien pris. Puis on est allé dans celle de notre fille. À l'époque, elle devait avoir 10 ou 11 ans. Il manquait une boucle d'oreille de chaque paire, et il lui avait volé tous ses bracelets. Il n'y en avait plus un seul. Mais c'était de la camelote, ça n'avait aucune valeur. À part ça, il ne manquait rien. Il est aussi reparti avec une photo de ma fille.
Le violeur des quartiers Est volait les photos de ses victimes en bikini. Ça veut dire qu'il prenait le temps de parcourir les albums pour trouver celle qui lui plaisait. L'autre chose qui manquait, c'est mon pistolet de calibre 38. Il s'est passé autre chose de bizarre à l'époque? Oui, environ 2 semaines après, le téléphone a sonné. Ma femme a décroché, a hurlé et a laissé tomber le combiné. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je l'ai ramassé et j'ai demandé qui était à l'appareil. Il m'a répondu « Je vais te dire la même chose qu'à elle. Je vais vous tuer, toi, ta femme et ta fille. » Je lui ai rétorqué « Vous savez où j'habite, je ne bouge pas d'ici. Vous pouvez venir si vous voulez, on vous attend. » Et j'ai raccroché. En février 1975, Claude Snelling était professeur de journalisme à l'université de Visalia. Quand il est rentré chez lui, il a vu un individu suspect rôder autour de sa maison. Un autre incident a eu lieu la même année en août. Sa fille Beth Snelling était dans sa chambre avec son petit ami. Il parlait de l'homme qui traînait dans le quartier. Elle se demandait s'il était en train de les épier. Elle a ouvert les rideaux et a vu le prédateur qui les espionnait. Cet homme devait être obsédé par elle. Il est venu à 2 reprises. Le 11 septembre 1975, vers 2 heures du matin, Beth a été réveillée par un inconnu. Il s'est penché sur elle et lui a mis la main sur la bouche. Il portait une cagoule où des trous avaient été découpés pour la bouche et les yeux, comme le violeur des quartiers Est. Il lui a dit « Si tu cries, je te tue, suis-moi ». C'est là que vivaient les Snelling en septembre 1975. Le cambrioleur s'est introduit dans la chambre de Beth, l'a enlevé et l'a fait sortir sur la terrasse. Il a été surpris par M. Snelling, qui avait été réveillé et qui a tenté de s'interposer. Son père Claude a entendu du bruit. Il est sorti pour voir ce qu'il se passait et s'est retrouvé face à cet homme. C'est là que l'agresseur lui a tiré dessus et l'a tué. Il a frappé la jeune fille 3 fois au visage et s'est enfui. La police a enquêté sur les armes qui venaient d'être dérobées. Un rapport datant du 31 août 1975 mentionnait qu'un revolver Miroku de calibre 38 avait disparu au cours d'un cambriolage. On a pensé que c'était votre arme qui avait tué M. Snelling. Je crois, oui. 2 ou 3 semaines après le cambriolage, un policier est venu me voir au travail pour me parler de l'enquête. Il m'a dit que les douilles retrouvées chez les Snelling correspondaient à mon pistolet. Cet homme était prêt à tout pour se protéger, comme le violeur des quartiers Est. Si ça ne se passait pas comme prévu, il n'hésitait pas à se montrer violent. Après le meurtre de Claude Snelling, tout le monde connaissait l'existence du cambrioleur. La police n'arrivait pas à le coincer. C'était très frustrant. On a placé tout le quartier sous surveillance pour l'interpeller. Mais ça n'a rien donné, jusqu'au 11 décembre 1975. 3 équipes ont été envoyées dans un quartier qui avait été identifié comme une cible potentielle du cambrioleur de Visalia. L'inspecteur McGowan en faisait partie. Il s'était caché dans le garage d'un voisin pour surveiller la maison qui risquait d'être visitée par le voleur. Vers 20h30, il a vu une silhouette s'approcher discrètement. Le policier a cru voir le cambrioleur de Visalia qui se faufilait dans un passage entre les 2 maisons.
Quand le suspect s'est dirigé vers le jardin, McGowan a décidé de sortir de sa cachette et l'a suivi, en longeant le mur. Il s'est confronté à lui. L'inconnu a levé les mains en l'air et a commencé à se retourner pour faire croire qu'il n'allait pas résister. C'est là qu'il a plongé sa main gauche dans la poche de sa veste. Il a sorti une arme et a tiré sur McGowan. La balle a touché sa lampe torche, qui a volé en éclats. Le policier a reçu des fragments de plastique au visage et dans les yeux. Il est tombé au sol et le suspect s'est enfui. Après cet incident en décembre, on n'a plus entendu parler de lui. Il n'y a plus jamais eu d'effraction similaire à Visalia. 6 mois plus tard, les viols ont commencé plus au nord, alors qu'il ne se passait plus rien ici. À Visalia, le cambrioleur a disparu en décembre 1975 et le violeur des quartiers Est a commencé à sévir en juin 1976. Où était-il passé? C'était le même homme. Il est allé à Sacramento après s'être fait la main dans le sud de l'État. Ces deux individus réagissaient de la même façon quand quelqu'un s'interposait. On le voit avec ce qui est arrivé à l'inspecteur McGowan et le meurtre des Maggiore. À chaque fois après ces incidents, ils sont partis ailleurs. Ils savaient tous les deux quand il fallait s'arrêter. Le policier a pu donner une description de son agresseur. Il faisait environ un peu moins d'1,80 m pour 70 kg. Il devait avoir entre 25 et 30 ans, mais il faisait beaucoup plus jeune, comme s'il n'était pas encore en âge de se raser. Le violeur des quartiers Est et le cambrioleur de Visalia se ressemblaient beaucoup. Ils faisaient la même taille, avaient la même corpulence et étaient du même âge, sans compter que leurs pointures étaient identiques. Le mode opératoire de ces deux criminels est étrangement similaire. Ils pénétraient tous les deux dans la maison par le même endroit, ils volaient le même type d'objet et avaient pour habitude de tout déranger chez leurs victimes. Ils fouillaient dans leurs affaires et les éparpillaient dans la pièce. Le cambrioleur de Visalia avait mis en place une sorte d'alarme pour ne pas être surpris. Parfois, il plaçait une bouteille ou un flacon derrière la porte de la maison ou en équilibre sur la poignée. Si quelqu'un entrait, il tombait et faisait du bruit. Ça lui permettait de s'enfuir. Il assurait toujours ses arrières. Le violeur des quartiers Est, lui, utilisait de la vaisselle ou d'autres objets comme système d'alarme. Il était le seul à le faire. Quand on compare le cambrioleur de Visalia, puis le violeur des quartiers Est, et enfin le premier Night Stalker, on voit qu'il y a une progression. Le premier entrait dans les maisons par effraction et les cambriolait, alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur, jusqu'au meurtre de Claude Snelling. À Sacramento, il le faisait alors que les gens étaient présents. Il ligotait les femmes et les violait. Et dans le sud de la Californie, il s'est mis à tuer systématiquement. Il se croyait intouchable et devenait de plus en plus violent. On avait l'empreinte génétique du Golden State Killer. L'affaire pouvait être résolue. Mais ça faisait depuis 2005 qu'on cherchait une correspondance dans le fichier national d'empreintes génétiques du FBI. Sans résultat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres façons d'identifier un criminel grâce à son ADN. Dans le comté de Los Angeles, une technique a fait ses preuves, la recherche en parentèle. Avec cette méthode, les enquêteurs vont chercher une correspondance partielle dans la base de données. Ça leur permet d'identifier un homme qui a un lien de parenté avec le suspect. À partir du moment où ils obtiennent un résultat, ce n'est plus qu'une question de temps avant que la police démasque le suspect. Le cas le plus connu où cette recherche a permis de résoudre une affaire, c'est celui du Grim Sleeper. Son fils figurait dans la base de données.
On a demandé au public de faire part de ses éventuels soupçons à la police. Je sais que personne ne veut accuser à tort un innocent, mais maintenant, grâce à la génétique, on peut immédiatement vérifier qu'il s'agit bien du coupable. De plus en plus d'entreprises spécialisées dans les analyses ADN permettent aux gens d'en savoir plus sur leurs origines. Le problème, c'était que l'utilisation de ces bases de données privées dans le cadre d'une enquête criminelle faisait encore débat. La seule chose à faire, c'était d'attendre que la justice prenne une décision et nous permette d'y avoir recours. On savait que le coupable volait des objets à ses victimes. Ça pouvait être des bagues, d'anciennes pièces de monnaie ou des boucles d'oreilles. Il leur prenait aussi parfois leur carte d'identité. On n'avait jamais retrouvé tout ce qu'il avait dérobé. Il les gardait peut-être comme trophée quelque part dans un tiroir ou un garde-meuble. Si quelqu'un avait trouvé ces objets en faisant du vide dans son grenier, ça aurait pu nous aider. Il mesurait entre 1,70 m et 80 pour environ 70 kg à l'époque. 40 ans plus tard, il pouvait très bien peser 120 kg. Il avait peut-être énormément changé depuis tout ce temps. On savait qu'il avait commis des meurtres dans le nord de la Californie, en particulier à Sacramento, mais aussi dans le comté de Santa Barbara et dans le sud de l'État. On recherchait donc une personne qui avait des liens avec ces trois régions. On a fait un appel à témoins. On a dit aux gens de regarder dans leur entourage. S'il y avait quelqu'un qui montrait une propension à la violence, il fallait le signaler. Il faut se rendre compte des horreurs que cet homme a fait subir aux victimes et à leurs familles, mais aussi à la population de la Californie tout entière. Quand on commet des crimes aussi abjects que les siens, c'est une souffrance insupportable pour les victimes et leurs proches, et pour tous ceux qui doivent en subir les conséquences. Je voulais absolument qu'il paie pour tous ces crimes. Il ne devait pas rester impuni. Il avait commis plus de 50 viols et 12 meurtres. L'idée qu'il puisse être encore vivant et mener une vie normale m'était insupportable. Sa place était en prison, voire dans le couloir de la mort. Le 2 février 1978, ma vie a été bouleversée. J'adorais Katie et Brian. Ils me manquent encore aujourd'hui. Ça n'allait pas changer l'enfer qu'on vivait à cause de lui. Ça n'allait pas faire revenir mon père et Charlene. Mais c'était tellement satisfaisant de savoir qu'il y avait un moyen de le coincer maintenant et qu'il ne pourrait plus s'en tirer. Il se croyait plus malin que tout le monde. Alors que c'était pas le cas. C'est un imbécile. Il a laissé son ADN sur toutes les scènes de crime. Je me suis toujours dit que si je laissais un détraqué comme lui me gâcher la vie, ça voudrait dire qu'il aurait gagné. Et je refusais de lui faire ce plaisir. Pour moi, la meilleure façon de prendre ma revanche, c'était de profiter de la vie. Je suis restée prudente, mais je n'ai pas voulu être réduite à ce qu'il m'avait fait. On était nombreux à souffrir à cause de lui. On avait le droit d'avoir des réponses pour tourner la page. On voulait pouvoir mettre tout ça derrière nous et avancer. Et je savais que c'était possible. It is time for our community to help us, to provide an answer, to put a face to that name, because when we match that name to that profile, that journey for justice will come to an end. Please help us end that journey for justice. So thank you. Le plus important, c'est la persévérance. C'est grâce à elle que l'être humain a toujours pu avancer, et ça ne changera jamais. Cette enquête en est la preuve. Si on a résolu cette affaire, c'est parce qu'on n'a jamais baissé les bras.